Bonsoir Philippe Gueluc. Comment allez-vous? Et bonsoir Patrick Chapat, je vais très bien. Et Bonsoir. vous-même, tous les deux, vous êtes heureux d'être là. Tu vas bien? Oui, Formidable. ça va, Ça a l'air d'aller. plaisir de... On ne s'est jamais vu, jamais, de la vie. C'est ce que j'allais vous J'allais dire. ça vous fait êtes plaisir deux de te revoir. stars du dessin et Ouais. finalement, vous n'êtes jamais croisés. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment on a réussi à se manquer à ce point-là. Voilà. Tu m'as beaucoup manqué, en tout cas. Toi aussi. Je ne sais pas comment j'ai fait sans toi pendant toutes ces années. Non, mais Belgique, Suisse, on aurait pu se croiser à Paris. Mais enfin, peu importe. Il y a des tas de gens très estimables et de gens que j'admire que je n'ai jamais rencontrés. Justement, Philippe Gueluc, Patrick Chapat, quel regard vous portez sur le travail de l'un et l'autre, vu que vous n'êtes jamais croisés, mais vous avez quand même connaissance de ce que fait l'autre? Alors moi, je ressors de, malheureusement, l'exposition, je crois qu'au moment où l'émission est diffusée, de l'exposition de Chapat est terminée à Genève. Je suis allé la visiter dès que je suis arrivé ici. Ébloui, comme toujours, par son talent, par son travail, par ses trouvailles. Je suis très, très impressionné par sa faculté de renouvellement, par la force, la simplicité, la qualité des gags qu'il trouve sur l'actualité. On ne fait pas le même métier, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que moi je ne traite pas de l'actualité au jour le jour ou à la semaine. Au-delà de ça, dans ce métier, je ne sais pas si tu as le même sentiment, moi il y a une chose qui m'enchante, c'est que je ne ressens pas de jalousie entre les dessinateurs, mais de l'amitié et de l'admiration mutuelle. Enfin, j'espère. Peut-être qu'il va me dire. Derrière, il va vous descendre. Je crève de jalousie. Non, mais il est possible de se... Voilà, il n'y a pas de concurrence. Moi, je suis honnêtement, quand je vois ces trouvailles, je me dis, putain, mais c'est génial. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver ça? C'est ce que j'appelle la jalousie positive. C'est-à-dire, je ne suis pas jaloux en disant, gna gna gna, il a... Non, mais je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé trouver un truc comme ça. Mais vous en avez du génie aussi, Patrick Chapat. Moi, bien entendu, je crève de jalousie de voir un Philippe Gueluc qui peut, en quelques traits, comme ça, avec un personnage et quelques mots bien trouvés, emballer le truc d'une manière super efficace, d'une manière qui dépasse, qui est bien au-delà de ce que je fais moi, qui s'inscrit dans l'actualité. Comme disait un dessinateur américain dont j'ai oublié le nom, le dessin de presse, c'est comme le poisson. Hein, au bout de 3 jours, il se met à sentir. Alors que les paraboles du chat, d'ailleurs, je prends ça comme un hommage avec mon nom de famille, hein, ce personnage. Oui, Chapat. Chapat. Je le prends toujours très personnellement, mais les paraboles du chat, les bons mots, les pensées philosophiques, tout ça empaqueté avec une efficacité folle, ça me rend très jaloux. Philippe Gueluc, c'est 20 statues du chat énormes en bronze qui sont installées justement sur les quais Wilson jusqu'à fin avril. Le chat, il a été dessiné, il a été même en dessin animé, en film. Oui. Est-ce qu'il manquait juste la grande statue pour combler tout ce qu'il fallait? Je ne sais pas, il pourrait encore composer en concerto ou quelque chose dans le genre, Voilà. faire une chorégraphie. Il y a des chorégraphes En tutu. qui ont... Oui, mais il y a une des sculptures qui s'appelle d'ailleurs Tutu et Gros Minet, et c'est le chat dans sa rondeur que l'on connaît, en tutu, qui lève une jambe très très haut, mais il arrive si haut parce qu'il y a une souris qui monte un cri pour l'aider à un truc. Et ça fait marrer les gens, ça fait marrer les enfants. Est-ce qu'il fallait ça pour compléter le tableau? Je ne sais pas. Je l'ai sculpté très vite après son invention. Il est né en 83 et dès 86, j'ai commencé à le sculpter. Et je sculpte moi-même depuis que j'ai 17 ans. Donc c'était quelque chose de naturel. Les grands modèles sont en bronze. Moi, ce que je fais au départ, c'est une sculpture en terre glaise. C'est-à-dire, je modèle la terre à cette taille-là. Et puis, on fait un moule d'empreinte, on fait un modèle de référence, et qu'on scanne, et puis qu'on agrandit. Enfin, il y a 23 opérations nécessaires et 35 personnes qui ont travaillé à la réalisation de ces sculptures. Patrick Chapat, vous avez exposé au commun pendant des mois. Exposition qui a été prolongée, donc c'était Gare au dessin, pour parler notamment du danger autour du dessin de presse. Vous aviez des immenses dessins en 4x4. Là aussi, donc c'est prendre un dessin qui est normalement tout petit pour le rendre immense. Qu'est-ce que ça vous a donné comme sensation de Moi voir aussi, ça? j'ai un peu dépensé du papier, de l'aluminium et de la toile collante, parce que... ça faisait évidemment, on a eu toutes sortes d'expositions. Il y a toujours des expositions de dessins de presse. Elles me satisfassent rarement parce que c'est souvent, j'espère qu'on m'écoute, un peu mal exposé quand même, un petit peu un collage de trucs, une surabondance. Voilà. Et pour moi, tout est dans la scénographie. Et là, on a pu travailler donc avec cette expo qui a d'abord ouvert en 2020 au Musée des Beaux-Arts du Locle.
Ensuite, heureusement, c'était une bonne idée parce que la ville de Genève s'est dit mais pourquoi au Locle on expose un Genevois, donc ils étaient très jaloux et puis ils ont tout fait pour qu'on puisse l'amener à Genève. Et là, dans cet écrin très beau du commun, vraiment un très beau bâtiment d'art contemporain, et ben depuis le début, c'était mon idée de vraiment scénographier les dessins pour qu'il y ait un feu d'artifice de dessins géants, petits, parce que tous les dessins ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a les petits dessins du canard, par exemple, qui marchent très bien en petit format, et puis tout d'un coup, il y a des dessins dont la beauté graphique fait qu'on peut les tirer sur 3,50 m. Vous revenez sur 30 ans de dessin de presse. Comment est-ce que vous avez sélectionné? Est-ce que tout de suite certaines sont revenues à l'esprit, certains dessins sont revenus à l'esprit tout de suite, ou est-ce que vous êtes fait aider par certaines personnes qui ont dit « Ah, mais celui-là, tu peux pas passer à côté ». Ce qui m'a un peu aidé, c'est que le journal Le Temps a fêté ses 20 ans il y a quelques années. Et ils m'ont demandé, tiens, pourquoi tu ne ferais pas une double page rétrospective? Oui, chouette idée, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai pris ma lampe de poche et je suis descendu dans mes archives, j'ai mis l'échelle, je suis descendu, et le casque de chantier, et j'ai ressorti un certain nombre de dessins. Et quand, quelques mois plus tard, on m'a invité à faire cette exposition, et l'invitation était originale, parce que ce n'était pas seulement une exposition de dessins de presse personnels, mais ça réagissait à on va pas faire long là-dessus, la décision du New York Times de supprimer le dessin de presse. Et donc la directrice, Nathalie Hirschdorfer du musée du Locle, m'a dit « J'aimerais bien une expo sur la liberté d'expression aussi ». D'où ce parcours où j'ai convoqué des confrères du monde entier et où on examine les dessins limites ou qui ont posé problème ou qui ont été censurés. Et Philippe Geluck, vous, comment est-ce que vous avez fait pour faire votre sélection finalement, puisque c'est 20 statues? Vous avez créé des nouveaux croquis, vous avez créé des nouveaux chats, de nouvelles postures, ou est-ce que vous avez récupéré un peu de ce que vous aviez déjà fait? Alors, il y a eu les deux. Dans les premières sculptures que j'ai faites, elles étaient directement inspirées d'un dessin qui existait. Et je me dis, tiens, pourquoi pas le faire en sculpture? Et quand j'en ai fait 6 ou 7, je me suis dit, mais au fond, c'est idiot, il faut que je crée quelque chose, que je le conçoive, que je le pense directement comme une sculpture. Tu as pensé en 3D pour les sculptures. Exact. Tu as pensé à des gags qui, tout d'un coup, allaient marcher en 3D. Exact. Il y en a sur lesquels il y a par exemple un docteur qui examine, le chat est un docteur, il examine un oiseau qui est sur un tabouret, et les gens voient ça et disent « Oh, c'est sympa, il est top ». Puis tu fais le tour de la sculpture, et dans le dos, il a sa main qui tient une fourchette. Et il dit simplement qu'il voilà, il veut manger de la nourriture saine. Et c'est une autre vertu. Philippe Geluck, on va revenir sur la naissance du chat. 1980, sauf erreur, vous faites un premier croquis pour votre mariage avec votre épouse. Comment est-ce qu'elle vient cette idée du chat? Est-ce que c'est votre surnom qui est donné par votre épouse, mon chat? Non, est-ce que vous aviez un chat vous-même? Oui, nous avions une chatte qui s'appelait Madame Bovary, qui a accompagné la naissance du personnage. En 80, on se marie. Pour remercier les amis qui nous avaient fait un cadeau, je dessine un carton. C'était forcément, et je dessine un couple de chats. Alors on voit la Madame Chat avec un grand sourire, le Monsieur Chat, on ne le voit pas. Et on ouvre le carton, et en fait, le Monsieur Chat était en train de sauter Madame. Et on dit, Dany et Philippe sont heureux d'être mariés, ça a fait rire tout le monde. Et voilà, c'est tout. On fait ça. Et j'avais fait des croquis et je les ai gardés. J'avais d'abord dessiné un couple de lapins, parce que c'était un peu trop évident, puis un couple de chiens, et c'était pas joli. Parce que, voilà. Et les chats, on les voit jamais faire ça. Et on trouvait ça plus poétique, et ça nous correspondait mieux. Et puis, 3 ans plus tard, naissance du premier enfant, et là je redessine le couple de chats avec un petit bébé devant eux. Et c'est à cette période-là qu'un journaliste du Soir, qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires en Belgique, c'était hallucinant les tirages de la presse papier, me demande de passer le casting pour devenir dessinateur régulier dans la page du mardi, et le chat est né. Mais au tout départ, le chat, il est un peu différent, il a un plus petit nez, il est moins gros. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait évoluer en ce chat qu'on connaît? On posera la question à Patrick aussi. Qu'est-ce qui Il est comme nous tous, hein, plus petit nez, moins gros. Je te remercie. Avec le temps. Je te remercie. Avec le temps. Non, moi, tous les personnages évoluent. Tintin, Spirou, Mickey, Gaston, Lucky Luke, tous ont évolué et ont acquis une espèce de maturité. D'ailleurs, avant de nous rencontrer tous les trois, Patrick me demandait si il était stabilisé maintenant. Et je pense qu'il a acquis sa forme à peu près définitive. Il ne faut pas que ça se sclérose non plus, mais je pense qu'il a acquis sa forme adulte. Et tu l'as su quand tu es arrivé
à ce moment-là. L'aboutissement du chat. Non. On s'en rend compte quand on revoit les trucs précédents. Et un jour, pour une conférence, j'ai mis côte à côte 15 visages à travers les 10 premières années, et c'est incroyable. Ah ouais. C'est pas du tout le même personnage. À une époque, je lui dessinais des beaucoup trop grandes oreilles, un goitre, enfin je sais pas. Et puis il sait, là maintenant, maintenant il est bien. Patrick Chapat, vous, quand vous avez une pluralité de personnages à dessiner. Oui, du coup. C'est ça. Et est-ce que certains, vous choisissez de ne pas les dessiner parce que vous n'y arrivez pas, ou est-ce que vous aboutissez toujours à quelque chose ? Non, je n'y arrive pas, mais je les dessine, c'est ça qui est terrible. Surtout, évidemment, les personnages qui arrivent dans l'actualité, qu'on doit s'approprier. On sait que c'est un processus dans le dessin de presse où il faut faire entrer un nouvel acteur de l'actualité, quand Macron est arrivé, par exemple. C'est difficile. D'abord, on est trompé par les photos, par les apparences, puis ensuite, ça devient vraiment un personnage de notre univers. Et à partir du moment où on a son Macron, son Trump, j'avais bien mon Trump. Quand même. J'aimais bien. C'était un cadeau, un cadeau de la vie. Mais chaque dessinateur de presse est censé avoir son univers dans lequel le personnage finit par rentrer et devient plus réel que le vrai, quoi, comme on disait de Chirac et de sa marionnette. Mais moi, j'ai un complexe du style quelque part. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir un style très net, tu vois. Ce qui est extrêmement fort, c'est le côté très très immédiat du style du personnage. Et ça marche très bien aussi dans le dessin d'humour. Mais voilà, moi je suis... Mon trait a aussi pas mal évolué. On le voyait dans l'expo, parce que j'ai ressorti des dessins d'il y a 25 ans. Tu dessines mieux maintenant? Peut-être. Encore mieux. Mais mieux. J'ai eu des périodes très noires, par exemple. J'ai eu des périodes très noires. Je faisais beaucoup de traits. J'ai eu des périodes un peu douloureuses à voir. Il y avait toute la misère du monde dans mon dessin. Puis ensuite... les traits, je sais pas quel est le mystère de l'évolution d'un trait, d'un univers. J'ai quand même accepté de mettre de la couleur, même si je suis pas fou de la couleur, etc. Et ça, c'est un aboutissement d'avoir une telle reconnaissance que tu as avec ton personnage, évidemment. Mais je suis troublé de ce que tu as dit, parce que la face du monde, tu t'es changé. C'est un peu comme le nez de Cléopâtre, si ça avait été un lapin. Mais oui. Ou un chien, le lapin de Gueuluc. Le lapin, oui. J'imagine le lapin, le retour du lapin. Et puis ça aurait été emmerdant avec les bronzes, imagine une oreille qui tombe. Le truc, la prise au vent était plus forte. Ouais. Non, mais c'est sûr, finalement ça tombe très bien, ça devait être écrit quelque part. C'est le destin. Tous les deux, vous abordez l'actualité, on en a parlé tout à l'heure. Alors vous, c'est un peu plus en filigrane, comme ça. Pour vous, Patrick Chapat, c'est le quotidien. Tous les jours, ouais. Voilà, c'est ça. Vous, avec le chat, parfois, vous dites des énormités. Enfin, vous attaquez beaucoup, vous pouvez aller très loin. Est-ce que vous avez l'impression qu'un personnage comme le chat, il peut plus dire les choses que les vrais personnages de Patrick Chapat ? Alors, s'il fait parler Poutine ou Trump, c'est pas lui qui dit les conneries, c'est les personnages. Et moi, j'ai un peu ça avec le chat. Je peux toujours dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et avec la farce, avec le chat qui balance des énormités, je me suis jamais pris véritablement d'attaque en règle, parce que est-ce que c'est parce qu'on sent la bienveillance qui est en moi au fond que je peux dire des horreurs, mais on en parlera sûrement, et Patrick en parlera mieux que moi, de cette période actuelle qui est très problématique, où on se dit on ne peut plus rire de tout, etc. Or, on doit pouvoir rire de tout, sauf du prophète. Patrick Chapat, moi, je dis non. Le prophète, ça ne me fait pas rire du tout, jamais je le dessinerai, mais tout le reste, oui. Tout sauf le prophète. Voilà. Patrick Chapat, le chat est un prophète. C'est ça. Est-ce que parfois vous sentez la limite est-ce qu'il y a une autocensure peut-être que vous dites ce dessin-là, je ne peux pas le faire, ou ça, je ne peux pas parler de ça ou... Ah, l'autocensure, la fameuse question. Mais elle fait totalement partie du métier, l'autocensure. Oui. C'est-à-dire, c'est un autre mot pour le... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on dit, on ne peut pas dire ce mot sur un plateau de télé français, par exemple. Si tu dis autocensure, on va dire « Oh mon Dieu, vous autocensurez », alors que c'est... Liberté d'expression. C'est un autre mot pour le professionnalisme. C'est-à-dire, tous les jours, c'est un travail de tri. Mon travail, c'est pas celui d'aller le plus loin possible, c'est d'être le plus juste possible. Et donc, la corbeille à papier fait partie du travail. Et donc, il y a des sujets
que vous pouvez éliminer totalement ou Non, pas du sujet, mais je vais chercher quelle est ma manière à moi, avec mon tempérament aussi, hein, et la manière la plus juste pour moi de mettre le doigt là où ça fait mal. Il n'y a pas besoin d'appuyer exactement au centre du truc. On peut, au contraire, c'est plus intéressant d'être un petit peu dans la périphérie et d'être sur un fil et que les gens se demandent mais est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle? Est-ce que ça me choque ou ça me choque pas? Ça, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre en déséquilibre que de leur en envoyer plein la figure. Enfin, ça, c'est ma vision du dessin de presse. Je suis à fond dans la ligne de ce que tu dis. Moi, j'ai toujours dit, il faut essayer de prendre l'ennemi à revers et pas frontalement, parce qu'on ne peut pas lutter face à un type qui est violent, qui est prêt à se faire exploser. Mais je dis ça pour tous les thèmes. Hein, oui, bien sûr, on revient toujours au même. L'humour, quand il est bon, est souvent ambigu. Et il est sur une ligne de crête. Et ce petit malaise qu'il peut créer aussi... avant qu'on se dise oui, non, c'est drôle finalement, et que ça déclenche ce qui peut être parfois très jouissif, c'est de se dire qu'on met simplement les ingrédients, on propose les ingrédients qui permettent alors à chacun d'inventer l'horreur qu'on voudrait proposer dans le dessin, mais c'est pas nous, c'est l'autre qui y pense. Et là, tu peux dire, ça c'est vous qui le voyez comme ça. Parce qu'il y a toujours forcément des points de vue différents sur une chose qui est proposée. Cela dit, le fait que tu transposes les choses dans l'univers de ce personnage, absurde, un univers un peu absurde, te permet, je pense, une beaucoup plus grande latitude là, pour répondre à votre question. De même que, par exemple, pourtant il s'en est pris des vannes, les pingouins de Gors, il n'a pas besoin de dessiner un barbu, il n'a pas besoin de dessiner Poutine. Il y a déjà une transposition, une mise à distance dans l'univers qui est créé. À partir de là, je pense que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre que moi quand je vais mettre en scène la rédaction de Charlie Hebdo, un barbu qui entre et qui dit ceci, cela. Là, on est beaucoup plus proche du réel. Et donc, c'est un peu plus périlleux, on va dire. Philippe Geluck, est-ce qu'il vous lasse parfois, ce chat? Est-ce que vous auriez aimé pouvoir passer à autre chose ou est-ce que vous le gardez dans votre cœur jusqu'au bout? Jusqu'à présent, ça se passe bien entre nous. Je m'étais dit dès le départ que, dès les premières semaines de parution dans le journal, je me suis dit, là, Pépère, en me parlant à moi... tu t'appelles Pépère, c'est sympa. T'as peut-être trouvé un truc qui va t'emmener... quelque part où tu n'imagines pas. Ça a été le cas. Et je me suis toujours dit, le jour où je me lasse, ou le jour où j'ai l'impression de commencer à tourner en rond, j'arrête. Ce que j'ai toujours fait par ailleurs, en radio, en télé, etc. Et avec le chat, j'ai l'impression que c'est le contraire. Et au lieu, on aurait pu se dire que l'évolution du chat et de mon travail était quelque chose de concentrique qui deviendrait insupportable. Et j'ai l'impression que le mouvement est autre et qu'il est excentrique et que je trouve de plus en plus d'idées et que j'ai de plus en plus d'appétit à le faire, à le créer, à l'inventer. Et finalement, est-ce qu'un jour vous allez créer la mort du chat ? C'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. Ouais. C'est déjà fait, je l'ai déjà dessiné. Officiellement... Il a ressuscité. Mais non. Oui, alors... Ou pas, hein, ou alors juste ça s'arrêtera comme ça et puis on continuera à vous lire éternellement. Je rêve de mourir un jour, le plus tard possible, comme Tommy Ungerer, qui est un de nos anciens grands maîtres, qu'on a retrouvé dans son lit avec son carnet à dessin dans une main et son crayon dans l'autre. Poum, il s'était endormi. Ça c'est juste magnifique. Et moi, je me suis aussi offert de la liberté en faisant des émissions à la radio, à la télé, en faisant de la scène, etc. Donc, je n'étais pas 24 heures sur 24 sur ma table à dessin. Patrick Chapat, vous, c'est quoi la suite? Toujours le temps, les dessins, une autre expo, un nouveau livre? La suite, il peut y en avoir beaucoup, parce que comme toi, j'imagine, il me manque une ou deux vies pour vraiment déployer tout ce que j'aurais envie de faire. L'expo, j'espère qu'elle va voyager, ça a été l'idée dès le départ. Et de la faire évoluer. Le reportage en bande dessinée, c'est quelque chose que j'ai toujours fait en parallèle. C'est un peu ma deuxième passion. Partir sur le terrain et vraiment travailler. Et là, du coup, j'ai un style différent, plus réaliste, pour vraiment faire la séparation entre deux univers. Le regard du commentateur et le regard du dessinateur-reporter. Donc voilà, j'ai chaque année 3, 4, 5 envies de partir là, faire ceci. Je n'y arrive pas pour des raisons de temps. Et quels sont les nouveaux personnages qui vous plaisent là dans l'actualité ?
Eh bien, on aura de nouveaux personnages, puisqu'on va avoir une série d'élections, donc voilà, il y aura de nouveaux personnages de l'actualité. Mais le président Zemmour, ça va être formidable. Zemmour, ça va être marrant. Surtout quand Trump sera revenu au pouvoir à peu près en même temps. Ça va être bien. Ça va être chaud. Ça va être bien pour le dessin. Je voudrais juste faire une annonce, mais dont il n'est pas au courant, lui, et j'espère qu'il sera d'accord, c'est que en 2025 ouvrira ses portes à Bruxelles un musée du chat et du dessin d'humour. Et que, évidemment, magnifique. Patrick, s'il est d'accord, il pourra y exposer une grande exposition. On la préparera ensemble, puisque c'est un lieu qui accueillera évidemment tous les grands du métier. Merci beaucoup à tous les deux. Après avoir parlé de vos livres, de vos projets, on parle un peu de votre façon de dessiner et d'écrire ces 5e de couverture. À quel moment de la journée aimez-vous travailler ? Juste avant le deadline. Voulez-vous me répéter la question? À quel moment de la journée aimez-vous travailler? De 9h du matin à 19h. Quel serait le meilleur lieu pour créer si vous aviez le choix? Ah bah, j'ai le choix, mais c'est la cuisine de mon bureau. Parce qu'il y a une grande table en bois et une machine à café. Moi, c'est un endroit dont le décor extérieur n'est pas trop tentant. C'est ma table à dessin. Et s'il pleut, c'est mieux parce que j'ai pas envie de sortir. Votre personnage favori de la bande dessinée, du dessin de presse ou de la littérature en général? Ouh là là, c'est vaste. C'est marrant, mais moi je repense aux premières impressions de la jeunesse. Et j'ai adoré Giuseppe Bergman de Manara. Alors je sais que ça se dit pas trop, on parle plutôt de Corto Maltese, c'est ça la grande figure exemplaire, mais moi j'ai adoré ces errances du type un peu paumé, avec pas mal d'érotisme aussi, je suis d'accord. Et puis un univers un petit peu félinien, voilà. Giuseppe Bergman m'accompagne, très beau dessin aussi, j'étais amoureux du trait de Milo Manara. Tout petit déjà, j'avais une attirance particulière pour le dessin d'humour plutôt que pour la BD. Et c'est Rézère, c'est Chaval et c'est Bosc qui m'ont emporté. S'il ne devait rester qu'un mot sur cette terre, lequel choisiriez-vous? Bordel. Une phrase courte. Vous êtes trop con. Et enfin, quelle couleur définit le mieux votre univers? Ouais, alors ça c'est pas très, comment dire, pas très chatoyant, mais plutôt brun, gris, chamois, couleur papier en fait. Vous me demandez un peu quelle est ma couleur préférée. Bon, Si? Non, ne dites oui, pas... Oui, mais peut-être si vous... Oui. Non, alors, ma couleur préférée, c'est la transparence. C'est bon? Wow, c'est fort, hein, ah, il est... Parce que, s'il faut expliquer, c'est parce que ça permet de voir celle qui est derrière, pour ceux qui n'auraient pas compris. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre encore Philippe Geluck et Patrick Chapat, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi en podcast. Ils nous ont préparé un projet à 4 mains, 10 minutes pour créer un dessin, un début d'histoire, avec des mots que vous leur avez suggérés. Je vous souhaite une très belle soirée sur Les Mains Bleues, à très vite.